Troisième chose que je voulais évoquer à propos de la Révolution, c'est la dramaturgie du politique. C'est la monstruosité politique. Vous savez que le thème du monstre, figure en bonne place dans la théorie politique. La théorie politique est construite sur la figure du monstre. Hobbes, le Léviathan, Behemoth, Franz Neumann. Franz Neumann, son ouvrage sur le national-socialisme s'intitule « Behemoth, structure et pratique du national-socialisme ». Je crois que Behemoth existe également en arabe sous un autre nom, hein, c'est Bahamut, je crois, ou Baïmout. Mais que cette figure, c'est moi qui dis en l'occurrence Behemoth, parce que Léviathan amènerait des confusions. Cette figure du monstre ne se limite pas à la personne du leader banni. Cette figure du monstre, elle renvoie, bien sûr, au RCD. Hein. Le RCD, c'est le monstre, et c'est la fin du monstre, son introduction. Mais d'une manière générale, elle renvoie au régime qui, disent certains, est décapité, mais qui est encore vivant. Et vous voyez bien qu'avec la monstruosité politique, on revient aux fondamentaux du politique, à la distinction ami-ennemi. Car la révolution, nous le savons, a des ennemis. Toute révolution se pense et pensée en termes d'amis-ennemis et bien sûr de complots. Il y a toujours des complots et on revoit là des thèmes qui reviennent, des slogans. J'ai retrouvé par exemple le slogan « No passaran » qui est un très mauvais slogan parce que c'est un slogan qui a été un slogan de ceux qui ont perdu. Il y a également la question de l'épuration qui est soulevée, etc. Et puis, il y a cette idée, cette crainte que la révolution n'enfante d'un monstre. Et ce monstre, bien sûr, il peut avoir plusieurs... C'est très désagréable, ça. Il peut avoir, bien sûr, plusieurs incarnations possibles. Ça peut être la discorde, la fitna, ce monstre. Pour certains, c'est l'islamisme politique. Pour d'autres, c'est l'idée malfaisante du sauveur, etc., etc. Transition de l'ordre politique, je crois que je ne vais pas en parler. Je crois que je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà mangé la moitié de mon temps. Il me reste même plus, il me reste les 2/3 du temps. Hein, j'ai mangé. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire deux ou trois généralités. La première, c'est une instabilité gouvernementale. Une instabilité gouvernementale, si on considère que la Tunisie révolutionnaire en est à son 3e gouvernement. Une instabilité gouvernementale qui a correspondu à un changement de scénario. Les tenants de la transition politique, au sens où on l'a enseigné, où un certain nombre d'auteurs ont consacré des ouvrages, ce scénario-là de la transition négociée a été mis en échec. Il a perdu. Un certain nombre de leaders politiques avaient trop lu les travaux sur la transition et ils ont fait le pari de ce cap-là en passant un compromis avec des éléments du parti hégémonique qui, après la chute de Ben Ali, ils ont perdu, car on est passé à un autre scénario qui est celui de la suspension de la Constitution, la convocation d'une constituante, c'est-à-dire le triomphe de la légitimité révolutionnaire sur la légitimité constitutionnelle. Cette instabilité, elle a un arrière-fond qui peut être caractérisé par le jeu de deux dynamiques distinctes en interaction. Les dynamiques des mobilisations et la dynamique d'un champ politique en construction. Quand je dis champ politique en construction, c'est comme lorsque vous allez sur un site sur Internet où il y a écrit « site en construction ». Eh bien, le champ politique tunisien est un champ politique en construction. Les mobilisations, je n'ai pas le temps d'en parler, on en parlera tout à l'heure. Sur le champ politique, simplement savoir qu'il y a un clivage très fort dans ce champ politique en construction, entre d'une part ceux qui avaient fait le choix de tenter le coup
de la transition négociée, et d'autre part ceux qui se sont constitués en Conseil national de la Révolution. Et à l'heure actuelle, les conflits, les clivages tendent à se porter sur l'enjeu de l'élaboration de la loi électorale pour la future Assemblée constituante, puisque théoriquement, les élections à la constituante devraient se tenir en juillet prochain. Parenthèse, point d'information, sachez qu'au 22 mars, il y avait déjà 49 partis autorisés en Tunisie. 49 partis pour un pays de 11 millions d'habitants qui en comptait 8, dont 5 qui en fait revenaient à un seul avant le 14 janvier. J'en viens à la transition constitutionnelle parce que, de mon point de vue, c'est un cas de figure particulièrement intéressant. Mounia me fera le reproche d'être très théorique, et pourtant c'est un très beau problème théorique. La transition constitutionnelle, je dirais, illustre le paradoxe et les limites d'une, entre guillemets, dictature souveraine. Dictature souveraine, c'est le texte, c'est une notion d'un auteur à manier avec prudence, c'est Carl Schmitt. C'est Carl Schmitt dans la dictature qui parle de dictature souveraine. Pourquoi faire référence à Carl Schmitt? Alors qu'en Tunisie, nous savons qu'il y a un air de liberté. Et, comme je le disais, Ben Ali n'était pas un dictateur, mais un satrape, car la dictature, ça renvoie à une magistrature, je dirais, temporaire. Oui, Carl Schmitt, en l'occurrence, présente de l'intérêt, car il a abordé le problème de la souveraineté à partir duquel limite de la situation exceptionnelle. Hein, vous connaissez la formule, ou si vous ne la connaissez pas, vous la connaîtrez à partir d'aujourd'hui. Et souverain, celui qui décide de la situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, ce n'est pas ce qu'on appelle l'état d'exception ou l'état d'urgence. Hein, la situation exceptionnelle, c'est le moment où la Constitution est suspendue. Alors, le souverain est très intéressant parce qu'il est à la fois dedans et en dehors de l'ordre juridique. Car il est en marge de l'ordre juridique en vigueur, mais il lui est soumis, car il lui appartient de décider si la Constitution doit être suspendue en totalité. Et lorsque l'on parle de dictature souveraine, ou plutôt lorsque Schmitt parlait de dictature souveraine, par opposition à la dictature des commissaires, il voulait signifier ce moment où un pouvoir temporaire dérive du pouvoir constituant informe. Un pouvoir temporaire qui vise à transformer l'ordre existant. Un pouvoir, combien? C'est parfait. Un pouvoir temporaire qui constitue une transition qui rend possible l'ordre nouveau. C'est le principe, cette dictature souveraine, de toute légitimité révolutionnaire. En Tunisie, cette dictature souveraine, entre guillemets, est respectueuse des libertés, mais elle est fragile. Qui l'exerce, cette dictature souveraine? Formellement, le président par intérim, Mebaza, assisté du Premier ministre et du gouvernement. Mebaza, une fois, j'avais dit à Mounia au téléphone, c'est l'ancien président de la Chambre des députés qui est devenu donc président par intérim. Je disais, Mounia, c'était la caution bourgeoise d'un régime de voyous. Et maintenant, il devient la caution bourgeoise d'un régime révolutionnaire. Il devient la caution bourgeoise d'une dictature souveraine. Alors, il a une situation bien particulière, car à l'origine, il était une autorité, un pouvoir constitué, hein, c'est-à-dire il avait, en vertu d'un article de la Constitution, il avait été placé en position intérimaire, mais désormais, la Constitution est suspendue, et là, donc, il est l'émanation de ce pouvoir constituant informe dont parle Schmitt. Mais vous savez, la situation, bien sûr, est beaucoup plus complexe, car qui exerce cette dictature souveraine? Il n'y a pas de monopole de la légitimité révolutionnaire, et comme je le disais à l'instant, l'enjeu
réside dans la loi électorale pour les élections à la Constituante. Et là, le principal théâtre des opérations a pour nom, je suis obligé de lire parce que le nom est très long, l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Cette instance, qui est présidée par notre collègue Ben Achour, cette instance, elle porte les stigmates, les cicatrices, je dirais, du changement de scénario politique. À l'origine, c'était une commission de juristes qui avait été constituée pour la réforme politique. Ses attributions n'étaient pas très nettes. On savait qu'elle devait s'occuper de l'élection d'un président et éventuellement de réfléchir à une future constitution. Mais suite au changement de scénario, il y a eu changement de nom, il y a eu changement d'attribution et changement de composition. Maintenant, cette instance est officiellement chargée de préparer le projet de décret-loi sur le code électoral. Et sa composition est maintenant assortie d'un conseil de 71 membres. Ce conseil, son insertion dans cette instance résulte d'un compromis, certains diraient d'une manœuvre, c'est-à-dire faire venir ceux qui prenaient un conseil de la Révolution au sein de cette instance. Mais cette instance, elle s'est réunie 2 fois, et les 2 fois où elle s'est réunie, elle n'a pas parlé du projet de loi électorale, elle a parlé de sa composition. Elle a parlé de sa composition et de ses modalités de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un conflit sur la représentativité de la légitimité révolutionnaire par cette instance. Dernier point, il me reste 1 minute, et c'est parfait. Dernier point, le dernier paradoxe, j'allais dire, de cette dictature souveraine fragile, en guise non pas d'épilogue, mais, si vous voulez, à suivre, comme il y a après chaque épisode, cette dictature souveraine repose en grande partie sur les épaules de vieillards. Nebaza, Caïd Essebsi. Ils ont tous les deux plus de 85 ans, ou ils ont autour de 85 ans. Je peux le dire, quand je dis vieillard, ça me rajeunit. 85 ans. Et ils sont censés garantir les aspirations d'une révolution qui est volontiers imputée à la jeunesse. Nous avons là des vieillards qui parlent au nom des jeunes. D'une manière générale, on assiste à un retour des anciens. Je vous passe les noms, si vous ne connaissez pas la Tunisie, peu importe. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnages politiques qui ont joué un rôle important à l'époque de Bourguiba reviennent sur le devant de la scène. Ils se passent à la télévision, ils sont interviewés, etc. Ce sont les survivants, je dirais, de ce mangeur d'hommes qu'était Bourguiba. Et il flotte dans l'air ce que j'appellerais un parfum discret, subtil de restauration bourguibienne. J'ai parlé à l'instant des anciens de Bourguiba. Il y a les références multiples à Bourguiba dans la presse. Et il y a la personnalité du Premier ministre actuel, Caïd Essebsi. Son verbe, sa geste, sa présence, sa faconde sont typiquement bourguibiennes. Bourguiba, je dirais, moderne, parce qu'il a un conseiller de communication, lui. Bon, il y a un conseiller de communication, nous sommes en 2011 et non pas en 1980 ou en 1956. Et il a réussi, cet homme, ce vieil homme, il a réussi à mettre les médias de son côté. Caïd Essebsi a mis la Tunisie sur les rails, peut-on lire dans certains journaux. Nous avons avec lui une figure paternelle rassurante qui correspond à des appels de leader, mais je m'empresse d'ajouter, des appels de leader auxquels Caïd Essebsi lui-même, vu son âge, ne pourra pas répondre longtemps. À suivre. Merci.